Le premier tour des élections législatives en direct des circonscriptions. Élections législatives 2017 sur RCF. Jean-Louis Ney. Bonjour, nous sommes en direct de la salle du Moulin à Confolens pour le premier des 3 débats que nous organisons avec RCF Charente dans chacune des 3 circonscriptions de la Charente. Nous commençons par la 3e, celle de l'Est Charente, une circonscription où il y a 12 candidats. Un seul ne participe pas à ce débat, il s'agit du député sortant Jérôme Lambert qui n'a pas souhaité donner suite à notre invitation. Les 11 autres sont là. Et donc 11 candidats, c'est difficile pour un débat. Donc nous avons choisi d'organiser cette réunion autour de 3 plateaux. Donc 3 plateaux qui réuniront chacun 4 et 3 candidats. Et sur ces 3 plateaux, nous aborderons 4 thèmes qui sont 2 thèmes nationaux. Le premier sur la moralisation de la vie politique et le second sur la vie économique et les réformes sociales que prépare le président qui vient d'être élu. Il y aura également 2 thèmes locaux. Le premier sur un sujet qui a fait beaucoup parler ces derniers temps, qui est le divorce entre les hommes politiques et les citoyens. Et puis on abordera, puisqu'on est dans une circonscription concrète sur le terrain, on abordera aussi les problèmes économiques et les problèmes d'infrastructure qui peuvent se poser ici entre La Rochefoucauld, Chabanais, Confolens, donc toutes les communes de la circonscription. Alors, pour ce premier plateau, nous avons 3 participants. Il s'agit de Paul Ajus, qui représente Madame Fize, Nouvelle-Donne, Madame Ngombe, qui représente la République En Marche, et puis Monsieur Mauvillain, qui représente le Parti communiste. Donc, on va commencer peut-être par vous interroger, vous, Monsieur Ajus, avec une première question sur la moralisation de la vie politique. Je vais poser une question très simple, ça sera la même pour les 3. Pour vous, c'est quoi un homme moralement correct ? Eh bien, un homme moralement correct, c'est quelqu'un qui ne fait pas passer son intérêt particulier ou l'intérêt d'un petit groupe qu'il représente avant l'intérêt public. C'est quelqu'un qui vraiment défend l'intérêt public. C'est l'essence même du rôle de l'homme politique, me semble-t-il. Et c'est ce que nous défendons en Nouvelle-Donne. C'est ce qui nous amène à vraiment demander le non-cumul des mandats dans le temps et dans le cumul des fonctions. C'est ce qui nous amène aussi à demander un vrai statut pour les hommes politiques avec des moyens de l'exercer indépendamment de toutes les contraintes et les sollicitations trop fortes, par exemple des lobbies dont ils peuvent faire l'objet. Vous pensez qu'un statut permettrait de protéger et de rendre plus moral l'exercice d'un mandat politique ? Pas à lui tout seul, bien sûr. Simplement, pour qu'un homme politique puisse être indépendant et exprimer vraiment l'intérêt général, encore faut-il qu'il ne soit pas dépendant de diverses contingences qui le mettent à la merci de tel ou tel groupe ou telle personne. Merci. Alors, Madame Ngombe, qu'est-ce que c'est qu'un homme, ou une femme en l'occurrence, politique, qui soit moralement, et donc là on a parlé souvent du politiquement correct, là le moralement correct, ça passe par quoi ? Eh bien, moralement correct, un homme politique ou une femme politique, c'est celle ou c'est lui qui ne s'exonère pas de ce que les citoyens, eux, doivent respecter. Ce chantier de moralisation de la vie publique, eh bien, c'est un chantier auquel j'adhère complètement. Ce chantier a été donc accepté par Emmanuel Macron au moment où Bayrou l'a rallié. Et je pense que nous en sommes à un point où il fallait absolument agir. Je pense que tous ici, nous nous souvenons de cette ignoble campagne présidentielle avec toute l'actualité que nous avons connue. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut en finir. Donc,
Et alors ça passe concrètement, effectivement, il y a un projet de loi qui est porté par La République En Marche, enfin le président de la République, mais vous pensez que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller plus loin que ce qui est prévu ? Eh bien, le chantier, il est en cours. Les mesures qui sont proposées, c'est plutôt bien. Il faut mettre ça en place. Ensuite, on jugera si c'est suffisant ou s'il faut aller encore plus loin. Mais en tous les cas, tout ce qui concerne les emplois familiaux, tout ce qui concerne les conflits d'intérêts, la réserve parlementaire, par exemple, ou les mandats successifs, eh bien, il faut le faire, et maintenant. Merci. Monsieur Mauvillain, alors je vous pose la même question qu'aux autres. Et est-ce qu'on peut réglementer la morale d'une manière générale ? Alors, vous le savez, la morale est quelque chose de très subjectif, donc il faut se doter de critères objectifs, factuels. Moi, je tiens à dire que je suis le représentant ici d'une famille politique qui a œuvré à l'Assemblée nationale contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale, avec notamment les députés Bocquet, qui ont fait un ouvrage, Sans domicile fisc, et qui ont conduit une commission parlementaire sur ces éléments-là. 86 milliards, 36 milliards d'évasion et de fraude. Le deuxième point, c'est d'abord la morale d'un homme politique, c'est d'abord de remplir le mandat que lui a confié le peuple et de servir l'intérêt général du peuple. Et donc, sur les questions financières, l'IRFM, l'indemnité des députés ou la réserve parlementaire sont de l'argent public et je m'engage, moi, à rendre compte de mon action dans des conseils citoyens sur 5 grands districts de la circonscription où je mettrai en débat les débats parlementaires que nous aurons menés, ma position par rapport au texte sur lequel j'aurai à voter et à partir de là, créer une démocratie ascendante. Et je m'engage en parallèle à ne faire que 2 mandats dans la tradition de mon engagement syndical où je n'ai eu que d'un mandat de représentant des personnels et que je me suis tenu. Donc 2 mandats, pas plus, et ensuite sur d'autres fonctions peut-être si les citoyens m'en confient d'autres. Donc vous allez plus loin que ce qui est prévu, 3 mandats limités, vous êtes à 2. Oui, parce que je crois qu'un premier mandat pour impulser une dynamique et un deuxième mandat pour la conduire jusqu'à son terme. Et ensuite, je suis favorable au renouvellement, notamment renouvellement sur le territoire et renouvellement des représentants de la gauche pour un meilleur dynamisme en lien avec les attentes de la population. Merci. Alors on va revenir sur M. Agus pour la seconde question qui concerne l'économie. On a le sentiment, à voir les décisions qui sont annoncées et le plan de travail du gouvernement, que d'une certaine façon, la relance de l'économie passe par la réforme du Code du travail et que c'est d'une certaine sorte l'alpha et l'oméga de la relance économique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Eh bien, donc à Nouvelle Donne, et Françoise Fize avec nous, estime que sur ce plan, la plupart des familles politiques font complètement fausse route, et y compris notre nouveau président. En effet, que ce soit les uns, les autres, à droite, à gauche, ils parient tous sur une croissance renouvelée qui est censée faciliter tout, les finances publiques, l'équilibre des régimes sociaux et une croissance qui est censée résoudre la question du chômage qui est pour Nouvelle Donne aussi cruciale. Or, on pense à Nouvelle Donne sur la base d'un simple graphique qu'on ne peut pas voir à l'antenne mais que je montre ici aux participants, qu'on est sur une croissance qui diminue de façon systématique et régulière depuis les années 60. De 5,6% dans les années 60 à environ 1% maintenant. Donc, tous les efforts seront vains pour ça et, à notre avis, il faut trouver une nouvelle issue pour traiter cette question du chômage et abandonner complètement cette idée de relance. L'idée est de sortir du chômage sans la croissance. Voilà. Exactement. Merci. Alors, Madame Ngombe, on peut justement vous poser la question à vous. Est-ce que cette volonté d'agir très rapidement dans le domaine du Code du travail veut dire que La République En Marche pense qu'il va suffire de changer la réglementation du travail pour relancer la machine économique ? Non, bien entendu, il ne suffit pas de ça. Il faudra un faisceau d'éléments, de propositions pour enrayer le chômage. Ce que je note, moi, c'est que Emmanuel Macron et La République En Marche, nous proposons le maintien des 35 heures et nous privilégions l'accord de branche et l'accord d'entreprise
pour définir des dispositions qui soient différentes et adaptées là où c'est nécessaire. Ce que je note, c'est que Emmanuel Macron propose une assurance chômage pour tous, que l'on soit salarié, que l'on soit démissionnaire, agriculteur, indépendant ou encore commerçant, ce qui est une mesure de justice, dans ce pays, ce qui quelque part va libérer les énergies. Toutes celles et ceux qui n'arrivaient pas à entreprendre parce qu'ils craignent qu'au moment où ça ne marche pas, qu'il n'y ait pas un filet de sécurité lors de la transition, eh bien trouveront là une mesure qui sera justement à leur avantage. Donc, en même temps qu'il libère les énergies, Emmanuel Macron, dans sa démarche, eh bien, il bâtit aussi les protections pour les Français, parce qu'il sait fort bien que tout le monde n'arrivera pas en même temps ou alors avec la même vitesse. Donc, l'assurance chômage pour tous est une mesure emblématique pour cela. Qui compense un petit peu la libéralisation au niveau du Code du travail. Merci beaucoup. Monsieur Mauvillain, alors, au Parti communiste, qu'est-ce qu'on pense de cette réforme du Code du travail? Alors, au Front de gauche, les députés Front de gauche se sont battus bec et ongle contre la première loi travail, la loi dite El Khomri, et je serai un parlementaire qui combattra la prise de décision par ordonnance, qui est pire que la 49.3 et qui ramène le Parlement à un rôle croupion. Je suis porteur, dans cette élection, d'une vision de progrès social, basée sur une diminution du temps de travail à 32 heures, l'augmentation du SMIC. Je l'ai dit tout à l'heure, la France était un pays riche avec beaucoup d'argent qui échappe au budget de l'État et donc à la protection sociale, au salaire et à l'intérêt général. On l'a vu notamment dans la réforme territoriale qui s'est construite en parallèle de la mise en place du pacte de compétitivité-emploi, où 40 milliards d'euros ont été donnés aux grandes entreprises à 80%, qui a été immédiatement capté par les actionnaires. Cet argent a été pris dans les collectivités territoriales, les communes et les départements à hauteur de 20 milliards d'euros. Ça veut dire que ça affaiblit l'intégralité des services que les collectivités rendent au public, et on s'aperçoit qu'effectivement, le politique prévoit de transférer ces services publics vers le privé. Et moi, je considère que le privé ne répond pas à l'intérêt général. Le privé a d'abord un intérêt particulier qui est l'intérêt financier. Donc, je serai un parlementaire qui combattra cette dérive parce que les entreprises privées ne sont pas structurantes pour le territoire, même si elles apportent des richesses, mais au niveau des PME, des TPE, pas des grands groupes. Merci beaucoup. Alors, je reviens à nouveau vers Monsieur Agus, avec un thème qui fait un peu le lien entre le national et le local, puisqu'il s'agit de la question du divorce entre les citoyens et les hommes politiques. C'est un thème récurrent. L'abstention gagne du terrain, même si pour les élections présidentielles, on assiste toujours à des pics. Mais le député, lui, il est ancré dans un territoire du fait du mode de scrutin qu'on a aujourd'hui, et en même temps, il légifère et contrôle le gouvernement. Alors vous, en tant que député, ou du moins la personne que vous représentez, comment est-ce qu'elle voit le rôle du député comme un lien entre le citoyen et le politique ? Eh bien, jusqu'à présent, on a remarqué que sur toutes les précédentes législatures, le rôle des députés était relativement mineur, c'est-à-dire que le rôle de l'Assemblée nationale était finalement d'approuver ce que faisait le gouvernement, sauf en cas de cohabitation. Et ce qui était caractéristique, c'était l'épisode des frondeurs sur la précédente législature, qui a eu un rôle tout à fait... peut-être intéressant, mais finalement inutile, puisque ça n'a abouti à aucune loi concrète. Donc, à notre sens, il faut réduire le nombre de députés et de sénateurs, bien sûr. Il faut leur donner, je reviens sur ma première intervention, de nouveaux pouvoirs, un nouveau statut, et leur permettre, au travers de nouveaux textes, d'une nouvelle constitution, leur permettre d'avoir un vrai rôle de législateur en face de l'exécutif qui est le président de la République et le gouvernement. En dehors de ça, on ne pourra pas, le député ne pourra pas être constamment un représentant uniquement des petits intérêts locaux de la circonscription d'où il vient, et il faudra absolument qu'il devienne le vrai représentant des intérêts de la nation. Merci. Ça fait tout à fait la liaison, c'est vrai. Quelle est la part relative du travail local et du travail national? En théorie, c'est le travail national qui passe le premier pour le député. Madame Ngombé, comment vous concevez votre rôle de député de la 3e circonscription?
Eh bien, je serai, moi, une députée qui ferait la loi, qui contrôlera le gouvernement. Et à l'Assemblée, je serai une députée qui va véritablement participer à mettre en œuvre la politique qu'a proposée Emmanuel Macron et à laquelle nous avons souscrit le 7 mai dernier. Et je viens d'une circonscription. Si je me suis engagée en politique, c'est parce que j'ai des combats, c'est parce que je vis sur un territoire qui a nourri mes combats. Et ce sont ces combats-là que je vais porter aussi au sein de l'Assemblée nationale. Il ne s'agira pas seulement de mettre en place les lois proposées par le gouvernement, mais je serai aussi force de proposition pour des priorités que j'ai choisies localement. Je peux vous en citer quelques-unes. L'offre sanitaire, la manière dont elle sera distribuée sur le territoire, l'éducation. On a quelques soucis sur ce territoire en particulier avec les écoles et la dynamisation de ces territoires en ruralité. On reviendra peut-être tout à l'heure quand on parlera des infrastructures. Merci Madame Ngombe. Monsieur Mauvillain, donc ce divorce entre les politiques, vous militants, comment vous le ressentez sur le terrain ? Il est réel parce que je crois qu'à un moment donné, un certain nombre de parlementaires n'étaient pas présents sur le terrain quand la population les attendait. Moi, je serai un parlementaire qui remplira son rôle de pivot entre les attentes de la population et à l'écoute des maires qui sont en première ligne, les élus municipaux qui sont en première ligne par rapport à la fracture sociale sur notre territoire. Je légiférerai pour donner des outils à ces élus de proximité de manière à améliorer le quotidien de nos concitoyens et j'agirai concrètement en soutien de la population, mais aussi en avant-garde de la population sur le combat du maintien et du développement des services publics en milieu rural, comme je l'ai été à Ruffec sur la question du TGV ou dans le collectif de défense de l'hôpital ou les rassemblements de sauvegarde des collèges ruraux, Montembeuf, Champagne-Mouton et Villefagnan. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque démocratique dans notre pays. C'est la volonté d'enracinement du Front National dans les territoires ruraux en surfant sur la vague de la perte de repères et du sentiment d'abandon. Front National qui n'y répond absolument pas puisque dans chaque instance où il siège, il vote contre les textes de progrès social. Donc moi, je m'engage à lutter contre le Front National en répondant d'abord aux besoins et aux attentes de la population pour que ces populations retrouvent un espoir sur notre territoire. Merci bien. Alors, vous avez chacun un petit peu commencé à aborder le dernier des thèmes dont on veut parler, à savoir l'analyse que vous faites de la situation de votre circonscription, de ses problèmes économiques et de ses besoins en infrastructure. Alors, Monsieur Agus, qu'est-ce qu'il nous faut dans cette troisième circonscription ? Eh bien, un petit peu comme dans tous les territoires similaires en France, c'est-à-dire faire en sorte que ce ne soient pas des déserts médicaux, faire en sorte que les transports et la circulation des personnes et des marchandises soient bien assurés et décidés localement par les personnes qui y vivent. C'est aussi faire en sorte que l'offre culturelle, est-ce que partout dans une région qui est plutôt rurale, on pourra avoir aller au cinéma, entendre des concerts? Est-ce que on pourra également avoir au niveau économique une conduite de la politique agricole qui soit pertinente pour toutes les personnes qui vivent ici et qui souhaitent ne pas sombrer dans une agriculture totalement industrielle. Ce sont des enjeux qui sont locaux, mais aussi nationaux que beaucoup de circonscriptions de France connaissent également. Voilà, c'est ce que nous défendons avec Nouvelle Donne. Merci beaucoup. Alors, Madame Ngombe, vous avez commencé à parler des besoins de votre territoire. Est-ce que vous pouvez développer un peu donc, vous parliez tout à l'heure de l'éducation, de la santé. Vous pouvez développer sur les besoins que vous analysez dans cette troisième circonscription? Alors, les besoins en particulier que j'ai analysés, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'offre sanitaire qui n'est pas harmonieusement repartie sur le territoire. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque je l'ai porté lors de mes 2 mandats de conseillère régionale. Donc, au sein de l'Assemblée nationale, je vais travailler énormément sur ces sujets-là. Le sujet de l'école, de l'éducation, il est très important aussi puisque l'avenir de nos territoires, il passe par l'avenir de nos jeunes. Et
les baisses des effectifs que nous connaissons sur nos territoires du fait de la non-attractivité ou du moins la moindre attractivité de nos territoires, eh bien, nous amène vers ces situations donc de baisse d'effectifs. Et puis, de plus en plus, les centres de décision s'étant éloignés du milieu rural, eh bien, il y a un problème d'accès aux services en général. Un problème d'accès aux services, mais aussi un problème d'infrastructure. Donc, je me battrai pour revitaliser donc les territoires ruraux. Les ruraux en ont besoin. Ça se fera par des infrastructures, qu'elles soient ferroviaires ou routières, mais ça se fera aussi par la couverture numérique qui n'est pas égale quand on vit en milieu rural. Je travaillerai aussi sur la solidarité, parce qu'il faut une solidarité entre nous, mais aussi entre nous et les personnes âgées. Nous voyons que sur cette circonscription, eh bien, la pyramide des âges, elle est souvent inversée dans les communes et nous avons besoin de mettre en place, bâtir des solidarités autour de la question du vieillissement. C'est important, c'est un sujet que je porterai aussi à l'Assemblée nationale. Merci bien. Peut-être solidarité aussi entre les territoires. Monsieur Mauvillain, cette circonscription, vous la voyez comment et ses besoins, c'est quoi ? Bien sûr, j'ai longuement parlé déjà des services publics, qui sont pour moi la pièce maîtresse du pacte républicain. Je serai très vigilant au maintien des engagements de l'État et au fait que l'État remplisse sa mission, notamment dans le cadre du contrat de plan État-région, sur les chantiers structurants d'infrastructures, la N141, la rénovation de la ligne Limoges-Angoulême, qui est un axe transversal pour notre grande région, donc structurant. Et on voit très bien là aujourd'hui qu'il manque 120 millions d'euros pour pouvoir effectivement que cette ligne fonctionne correctement. La question du haut débit, parce qu'on sait qu'avec la nouvelle organisation du travail à distance, le haut débit est un élément déterminant pour l'attractivité de notre territoire, notamment pour le fait que les jeunes puissent venir s'y installer. Et les jeunes, c'est l'avenir. Je m'investirai aussi énormément sur la question des énergies renouvelables et de la transition écologique, qui se base d'abord sur le changement de modèle agricole, passer de grandes exploitations agricoles consommatrices d'intrants qui polluent à des surfaces plus petites d'agriculture familiale. Et bien sûr, l'énergie la plus propre et la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc un grand plan de rénovation de l'habitat, parce qu'on a aujourd'hui en France 5 millions de personnes mal logées et que notre milieu rural n'échappe pas à ces constats. Et le dernier point, bien sûr, une vigilance sur la question du vieillissement qui touche notre territoire et des centres publics de santé, de manière à ce que l'offre médicale soit homogène sur le territoire, pilotée par les communautés de communes, financée de manière croisée entre les départements, la région et l'État. Et je m'investirai au niveau de l'Assemblée nationale pour créer un 5e risque de la branche, de la sécurité sociale concernant la branche de la perte d'autonomie. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Nous allons passer dans un instant au second plateau. RCF fête ses 25 ans le samedi 24 juin à la Maison diocésaine, rue de Bordeaux, à Angoulême, et vous invite tous ses amis et auditeurs à venir nous retrouver. Au programme, 17h messe avec Monseigneur Gosselin, 18h30 conférence de Loïc Hervouet, ancien directeur de la Charente Libre, sur le thème « À quoi servent les médias ?» 20h, buffet campagnard, 20 € de participation, sur inscription, suivi d'une soirée musicale. Et à cette occasion, présentation et vente du livre sur l'histoire des radios locales en Charente. Bienvenue à tous. RCF Charente donne la parole à tous les candidats aux législatives. Mardi, mercredi et jeudi, de 11h à 12h30, nous les interrogerons sur la moralisation de la vie politique, la libéralisation de l'économie et les réformes sociales, le rôle des députés ou encore le développement économique. Ces débats ont lieu en direct et en public. Mardi, salle du Moulin à Confolens pour la 3e circonscription. Mercredi, salle de la Salamandre à Cognac pour la 2e. Et le jeudi, salle des fêtes de Soyaux pour la 1re circonscription. Ces débats pour les législatives ont lieu en direct de 11h à 12h30 sur RCF Charente et seront rediffusés en soirée à partir de 18h15. Le premier tour des élections législatives en direct des circonscriptions.
Alors nous sommes toujours à Confolens, donc pour le premier des 3 débats que RCF Charente organise dans le cadre des élections législatives. Et nous sommes avec le deuxième plateau de cette émission, qui est composé donc de Madame De Azevedo pour le Front National, de Monsieur François Monrousseau pour 100% Force éco-citoyenne, de Madame Brigitte Fourré pour les Républicains, UDI, les Républicains, et puis Monsieur Jean-Pierre Courtois qui représente Madame Mainguy donc pour Lutte ouvrière. Alors, eh bien, nous allons reprendre les 4 thèmes que nous avons abordés tout à l'heure, en commençant donc par la moralisation de la vie politique. Et je vais demander dans un premier temps à Madame De Azevedo, est-ce qu'il faut vraiment une loi pour gérer la morale en politique? Est-ce que ce n'est pas d'abord une question de comportement individuel? Alors effectivement, ça devrait être automatique, systématique, ça devrait être de fait. Effectivement, quand on représente comme ça naturellement un ensemble de personnes, un ensemble de groupes, d'individus, on devrait appliquer la loyauté, l'intégrité, le respect de l'autre, et ça passe par une transparence de notre vie tant privée que publique. On l'a vu, moi j'ai passé 17 ans dans la police, on nous demande en tant que représentant du peuple un casier vierge, etc. Et donc pour moi, le député doit faire partie, comme l'intégralité des élus, effectivement, doivent être automatiquement intègres et représenter le peuple comme il faut, oui. Est-ce que si vous êtes élu, vous voterez la loi de moralisation politique qui est en préparation? Alors oui, je l'ai étudié. Effectivement, il y a de très bonnes choses dans cette loi de moralisation. Moi, je suis tout à fait d'accord. J'irai même jusqu'au non-cumul des mandats. Hein. Ça, on l'a vu, le Front National est contre le cumul des mandats. Donc si je suis élu, j'arrêterai bien évidemment mon rôle à la région. C'est dommage puisque j'aime bien, mais bon, il faut faire des choix. J'ai vu également sur tout ce qui est emploi des assistants parlementaires. Je pense qu'il faudrait miser plutôt sur l'emploi de personnes compétentes et non pas instaurer des quotas sur l'âge, sur le sexe, etc. Voilà. Donc, mais oui, c'est une bonne chose. Merci. Alors, Monsieur Monrousseau, donc même question. Est-ce qu'il faut vraiment une loi pour la morale? Il faut une loi pour la bonne raison, c'est qu'il y a des règles à donner. Et les règles qu'on a déjà beaucoup évoquées, le non-cumul, le non-cumul de mandats, ne pas renouveler indéfiniment les mandats également, qui permettrait un renouvellement de la classe politique qui est vraiment important. On voit bien que maintenant, on traîne des hommes politiques depuis des années et qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Donc, et ce qui me paraît important, je trouve, qui exaspère beaucoup les citoyens, c'est ce manque de transparence verbale. On avance des affirmations qui ne sont ni vérifiées ni vérifiables, et ça crée un flou artistique qui permet à tout le monde qui ne permet pas aux citoyens de décider pour lui ce qu'il veut réellement. Et donc voilà. Et j'aimerais bien qu'on mette fin au professionnalisme politique. Il faut que ce soit des citoyens qui s'engagent. C'est sûr qu'il y a besoin d'être formé un peu, de s'intéresser à la vie politique, mais il faut que ce soit plus des gens qui viennent de la base, qui représentent les autres. D'où non-cumul des mandats, bien sûr. Merci beaucoup. Madame Fourré, donc même question. Est-ce qu'il faut une loi pour moraliser la vie publique? Bien écoutez, malheureusement, on se rend compte qu'il la faut, oui, effectivement. Alors ça devrait couler de soi. L'homme politique qui est élu, il est élu par la confiance de ses électeurs. Donc on ne devrait pas effectivement légiférer en la matière, mais on se rend bien compte que c'est une obligation. Donc ça devrait être une question de comportement individuel. On devrait être encore plus exemplaire quand on est élu que quand on est simple citoyen. Voilà. Et il y a une impérieuse effectivement nécessité de renouer le lien de confiance entre les élus et les électeurs, bien évidemment, parce que moi, j'ai bien senti en allant sur le terrain bien que les électeurs, ils avaient vraiment plus confiance en leurs représentants. Là. Voilà. Donc, besoin de légiférer, un besoin de transparence, également savoir comment vous utilisez la réserve parlementaire, savoir quelles sont les indemnités, quels sont les noms de vos collaborateurs, et effectivement, tout cela, il faut faire la transparence et surtout lutter
contre la professionnalisation. Parce que très honnêtement, quand on a fait 6 mandats, quelle idée nouvelle on peut apporter, voilà, moi je me pose beaucoup de questions sur ce point-là. C'est aussi une question d'efficacité, et moi, non seulement de morale. Effectivement, voilà. Et moi, si je suis députée, eh bien, j'irai encore plus loin que ce qu'a prévu Emmanuel Macron, puisque moi, je ne ferai pas plus de mandats. D'accord, merci beaucoup. Alors, Monsieur Courtois, pour Lutte ouvrière, la position de Lutte ouvrière sur cette moralisation de la vie politique. Oui, alors donc je représente Anne Mengui qui est souffrante, qui ne pouvait pas être là pour Lutte ouvrière. Écoutez, à Lutte ouvrière et pour ceux qui voteront Lutte ouvrière, cette question, cette moralisation, cette nouvelle loi, c'est la continuation d'un enfumage, c'est tout. Hein, c'est-à-dire qu'on a vu les ministres de droite, de gauche, voire d'extrême droite, enfin les dirigeants d'extrême droite impliqués dans des scandales, mais le fond du problème, c'est que c'est toute la société qui est un scandale, qui est amoral. Tout simplement parce qu'on voit des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se retrouvent avec 800, 1000 euros de retraite. Hein, on voit des handicapés qui n'ont rien pour vivre, des petites gens qui n'ont rien pour vivre, alors que dans cette société, il y a des gens qui, sans jamais avoir travaillé leur vie, tout le monde pense dans ces cas-là à Liliane de Bettencourt, hein, l'actionnaire de L'Oréal, gagnent des fortunes chaque heure sans avoir travaillé leur vie. C'est ça le problème. La société, elle est amorale à cause de ça. Parce qu'il y a des classes sociales, il y a des privilégiés, il y a des exploiteurs, et puis il y a des gens qui sont exploités et qui sont dans la misère. C'est ça que nous contestons. Voter Lutte ouvrière, ce sera contester cette société-là, société capitaliste. Merci beaucoup. Alors, Madame de Azevedo, sur le second sujet, ma question sera évidemment encore sur la première loi, sans doute, qui va sortir au niveau économique, qui est la loi de réforme du Code du travail. Comment est-ce qu'au niveau du Front national, vous pensez qu'on doit concilier la sécurité et donc la flexibilité? C'est le fameux débat, comment concilier plus de souplesse pour pouvoir être plus efficace en entreprise et comment protéger en même temps les salariés? Alors, cette loi travail, la loi El Khomri, cette réforme-là, je vais la condamner déjà dans un premier temps puisqu'elle va être prise par ordonnance. Vous savez que nous sommes contre tout cela. Pour assurer plus de sécurité et la flexibilité en même temps, il faut réduire un certain nombre de démarches administratives tout en les sécurisant. Au Front national, donc nous avons étudié l'ensemble de la réforme qui est proposée. Il y a des bonnes choses dedans. Il y en a aussi des mauvaises. Nous sommes pour la fusion des instances représentatives, notamment du personnel, mais nous sommes contre la loi travail, donc il va falloir la supprimer. Nous sommes également, tout comme eux, sur la simplification, puisque c'est ce qui est et ce qui ressort, la simplification. Et également créer un bouclier social pour les indépendants, parce qu'il faut choisir donc qu'ils puissent choisir entre un régime général ou le régime des social indépendants, et pourquoi pas refaire une réforme du RSI, donc en instaurant l'autodéclaration trimestrielle. Et je pense que c'est un ensemble de toutes ces mesures-là qui pourra amener la sécurité pour les travailleurs. En même temps que la flexibilité. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Monrousseau, votre point de vue sur cette réforme du Code du travail? La réforme du Code du travail, ça me paraît une situation beaucoup trop pointue. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à quelque chose qui demande à être vu de point de vue plus général. C'est que on voit bien que dans l'avenir, les technologies sont en train de prendre la place des gens qui travaillent. Il va falloir donc réfléchir véritablement à qu'est-ce qu'on veut, à ce qu'on veut pour l'avenir, pour la population, pour les citoyens. Il faut que tu partages le travail, il va falloir le partager. Peut-être qu'il y en a qui travailleront un peu plus, peut-être qu'ils travailleront moins. Il y a pas les règles ne devraient plus être celles que l'on connaît. On doit vraiment réfléchir le travail pour favoriser l'ensemble des citoyens, la vie simplement de l'ensemble des citoyens, et qu'il n'y en a pas que quelques-uns qui engrangent des bénéfices et puis les autres qui les miettes. Ce n'est pas possible. Donc il faut vraiment tout réguler à ce niveau-là. Merci beaucoup. Madame Fourré, cette loi travail, d'une certaine façon, les Républicains avaient à peu près le même programme. Oui, bien sûr. Alors, le Code du travail, vous savez que c'est devenu quand même un frein au recrutement.
hein. Donc il doit être simplifié, il doit être allégé justement pour permettre aux entreprises de pouvoir embaucher, mais également, par exemple, l'apprentissage de pouvoir aussi évoluer. Parce que moi, sur les territoires, vous voyez, j'ai déjà discuté avec des bouchers, et ils me disent, mais Madame Fourré, on ne peut pas prendre d'apprentis parce que le Code du travail nous interdit de leur faire tenir un couteau d'une certaine longueur. Je veux dire, quelque part, c'est aberrant. De même, un maçon ne peut pas faire monter un apprenti au-delà d'un certain niveau. Donc, quelque part, je pense qu'il y a des choses à revoir. Et bon, la loi El Khomri a déjà été a déjà revu, permis de revoir certains points. Je pense qu'il va falloir maintenant aller plus loin de manière à vraiment libérer les énergies et permettre justement aux entreprises de réellement embaucher, hein, sans qu'il y ait un frein. Alors, il faudra bien évidemment aussi protéger les salariés. Il n'est pas question de tout abandonner, mais il y a quand même des points à revoir sur ce Code du travail. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Courtois, j'imagine que là, la loi travail, ça ne vous va pas du tout. Écoutez, il y a la loi travail d'avant il y a quelques mois que nous avons combattu dans la rue, pas seulement nous, hein, il y a d'autres militants, syndicaux et politiques, bien sûr. Et là, ça fait partie d'une batterie de mesures contre le monde du travail. On peut citer aussi l'augmentation de la CSG, on peut citer l'abaissement du coût des licenciements. Alors ça fait des années qu'on nous explique qu'en aidant les entreprises, en leur donnant de l'argent, en leur facilitant, en déréglementant, etc., ça crée du boulot. On en est aujourd'hui à 6 millions de chômeurs et ça n'arrête pas. Et sous nos yeux, quand on voit Roumazières, les tuiles Roumazières, les entreprises de Ruffec et tout, alors on nous parle des petites entreprises. Non, c'est les grosses entreprises qui dirigent ce pays, c'est elles qui font la loi, et Macron est leur représentant. Il a été formaté pour effectivement faire le jeu de ces multinationales, de ces banques dans lesquelles il a été vraiment formé. Et nous le combattrons, et nous, voter Luto-Broyard, ce sera de dire, nous savons que ce gouvernement et ce président, c'est un gouvernement de combat, seront des gouvernements de combat contre les travailleurs. Et donc nous nous y opposerons résolument. Merci beaucoup. On va passer donc à la question du lien entre les citoyens et leurs représentants politiques. Avec cette question, quel rapport vous aurez avec les autres élus en tant que député? Effectivement, vous serez amené sans doute à travailler avec les conseillers généraux, les conseillers régionaux, etc. Madame de Azevedo, comment vous voyez votre rôle de député par rapport aux autres élus? Alors par rapport aux autres élus, je pense qu'il faut effectivement travailler tous ensemble, main dans la main, parce que même aujourd'hui, on le voit, on veut tous aller vers la même chose sur cette circonscription et ainsi que sur tout le département et bien évidemment sur la France. On veut tous pour nos concitoyens la même chose, c'est-à-dire du travail, de l'emploi, qu'ils puissent vivre ici sur cette circonscription en étant heureux, proches de leur famille et proches de leurs biens. Le souci qui se pose actuellement, et on le voit ici en local, c'est que le Front National a toujours une étiquette sur la tête et certains élus ne sont pas encore, ou même non élus, ne sont pas encore prêts à travailler avec nous. Nous le sommes. Nous sommes bien au contraire reconnaissants de l'ensemble des bonnes choses qui sont faites par les gens qui sont ici en local. Nous sommes prêts à travailler avec eux et nous nous tenons à leur disposition, bien évidemment, pour continuer tout ce qu'ils ont déjà commencé. Moi, personnellement, je suis quelqu'un de très, très tolérant, quel que soit le parti, quel que soit le clivage. Donc, pour moi, il n'y aura pas de souci. J'irai vers tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Monrousseau, même question. Comment vous travaillerez avec les autres élus? Alors déjà, avec les autres élus, c'est déjà travailler avec les autres députés. On est représentant d'un territoire. Et par exemple, ici, on a un territoire très rural. Eh bien, on va faire remonter les problèmes de la ruralité avec les autres députés qui sont des députés de la ruralité. On ne va pas avoir les mêmes problèmes que les députés qui représentent des grands groupes urbains. Et bien entendu, si on respecte la ruralité, on respecte les élus du territoire et on les rencontre. Mais aussi, et je crois que c'est le plus important, il faut garder le contact avec le citoyen, qu'il puisse savoir ce que l'on fait, qu'il puisse comprendre ce que l'on fait, même si nos idées et notre façon de voir n'a pas abouti, qu'on puisse expliquer.
c'est important d'expliquer. Les citoyens ne sont au courant de pas grand-chose actuellement. Et là, c'est vraiment qu'on rende ce dialogue entre le citoyen et ses représentants. Merci beaucoup. Madame Fourré, même thématique, le rapport avec les autres élus. Eh bien, écoutez, cette troisième circonscription de la Charente, elle connaît des problématiques, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais bon, qui sont le chômage, la désertification médicale, mais pas que, une population vieillissante. Donc, effectivement, moi, élu député demain, eh bien, j'aurai tout intérêt, et d'ailleurs, il faudra le faire, à travailler avec les autres élus, hein, c'est-à-dire les conseillers départementaux, avec les maires, avec les présidents de communautés de communes, parce que c'est tous ensemble, en fait, qu'on fera avancer ce territoire, hein. Le député seul, évidemment, il est rien. Alors, il est rien. Il vote la loi. Il est aussi, moi, je dirais, la courroie de transmission entre le terrain, hein, et aussi le national. Donc ça, c'est très important qu'il y ait une véritable synergie qui s'opère entre le député de demain, que j'espère être, et aussi les élus du territoire. Merci beaucoup. Monsieur Courtois. Alors écoutez, il y a quand même peu de chances que nous soyons élus. Mais le problème, c'est pas de collaborer avec d'autres députés, de toute façon, qu'on soit élu ou pas. Le problème, c'est collaborer avec la population, avec les travailleurs. Voilà. Alors nous, je vous disais, on ne sera certainement pas élus, mais on sera avec les gens de Champagne-Mouton ou de Villefagnan qui défendent leur collège, parce que c'est pratiquement le dernier service public qui reste dans ces coins-là. Et c'est pas par hasard s'il y a eu des manifestations pour sauver les collèges. Alors les effectifs baissent, d'accord, mais c'est pas pour ça qu'il faut envoyer les gamins faire 100 km par jour sur les routes, dans les cars. Bon, on sera avec les gens qui demandent effectivement le fait que les TGV, les trains continuent à s'arrêter à Ruffec ou qu'ils puissent circuler de façon décente entre Angoulême et Limoges. Hein, voilà. Donc c'est avec la population qu'il faut être. Nous sommes des militants et nous serons avec les gens qui protesteront, comme on sera avec les ouvriers des Tuileries ou de Ruffec ou d'ailleurs, les grandes sociétés en particulier, quand ils s'opposeront à cette loi désastreuse, hein, qui va effectivement livrer littéralement les travailleurs au grand patronat. C'est tout. Merci bien. Eh bien, vous me donnez le lien avec la dernière thématique qui est les équipements prioritaires, puisque vous parliez tout à l'heure des collèges. Madame d'Azevedo, sur cette première circonscription, votre analyse, de quoi on a besoin, de quoi on manque? Alors, l'avantage de cette troisième circonscription, c'est qu'elle a le foncier. Et je pense qu'on peut lui donner une réelle attractivité par rapport à nos métropoles. Aujourd'hui, tout le monde l'a vu, hein, c'est une zone plus que sinistrée. Et du coup, nous pourrions surfer sur la vague éventuellement, pourquoi pas, de tout ce qui est transition énergétique, etc. Et donc, de relancer tout cela en créant de l'emploi et en favorisant donc l'emploi des TPE-PME. On peut également, donc, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas ne pas légiférer sur le foncier pour appliquer une véritable politique agricole à la française. J'ai moi-même été visiter des maraîchers qui sont un petit peu en marge ici sur le coin, puisqu'on est plutôt sur de l'élevage. Mais moi qui suis chargée donc qui siège à l'environnement et à l'écologie à la région, je vois qu'il y a des réelles ressources pour relancer l'économie, mais aussi tout en préservant l'environnement. Voilà. Merci. Et après, bien évidemment, il faut ramener tout le reste, hein, les services publics, etc. Voilà. Merci, Monsieur Monrousseau. Donc, disons qu'il y a différents points. Il y a donc, comme elle vient d'être dit, pour moi, le point de départ, c'est revitalisation de l'agriculture par une agriculture biologique qui apporte beaucoup plus d'emplois que l'agriculture conventionnelle. Donc, des personnes, donc une vie sociale. Parce que ce qu'on voit, c'est que la disparition des activités diminue la vie sociale. Moins de transport, etc. Donc il faut redonner aussi donc, le transport. A été dit tout à l'heure, la voie Limoges-Angoulême doit être absolument réhabilitée et permet des transports beaucoup plus fréquents. Également, la 141, quand je suis arrivé en Charente il y a 25 ans, il n'y avait pas de 4 voies, et quand on pense que là, la 141 n'est encore pas 4 voies d'un bout à l'autre. Problème. La diversification également au niveau médical, évidemment, on en parle, et ça, là, elle est importante. Les écoles, les enfants, si on regroupe les écoles, on va avoir des transports
terrible pour les enfants, des temps de transport terribles. Il va falloir vraiment réétudier tout ça. Merci beaucoup. Madame Fourré. Oui, eh bien, tout à l'heure, je vous parlais du constat sur cette circonscription. Eh bien, une baisse de population, un chômage important des jeunes et des moins jeunes aussi, des seniors, une population vieillissante, mais on a d'énormes atouts sur ce territoire. Donc, du coup, il faut quand même attirer des gens, attirer des chefs d'entreprise. Alors, on fera peut-être pas venir des multinationales chez nous, mais en tous les cas, on a des beaux exemples d'installation de PME sur le territoire qui sont très, très importants parce que ils emploient de la main-d'œuvre. Donc, il y a tout intérêt, bien évidemment, et le désenclavement, eh bien, ça passe aussi, il faut attirer. Et donc, c'est l'attractivité du territoire qui sera importante, désenclaver ce territoire, donc les infrastructures, à la fois ferroviaires, à la fois routières, donc la mise à 2x2 voies de la RN 10, de la RN 141, on en parlait, mais aussi le très haut débit, puisque il y a une nouvelle forme de travail qui est intéressante, c'est le télétravail. Donc, tant qu'on n'aura pas cela sur le territoire, eh bien, on ne pourra pas avoir des personnes qui viendront s'installer chez nous. Donc moi, je suis très optimiste. Moi, je pense que la Charente a d'énormes atouts. La circonscription, la 3e, en tous les cas, en a d'énormes également. Et quand on aura réussi à combler cela, ce manque, eh bien, nous pourrons bien évidemment accueillir chez nous des chefs d'entreprise et des salariés. Merci beaucoup, Monsieur Courtois. Vous pouvez répéter votre question? La question, c'est quels sont les besoins de cette circonscription en infrastructure? Je crois que les besoins ici, c'est comme partout en France, peut-être plus d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est créer des emplois. Et à commencer par interdire les suppressions d'emplois ou les réductions d'emplois dans les grandes sociétés les plus riches, qui appartiennent à des trusts richissimes. Je pense aux Tuileries d'Aumazières, là, par exemple. Il faut évidemment défendre ce qui existe des services publics. Je parlais des collèges tout à l'heure ou des écoles, ainsi que des transports. C'est là qu'il faut de l'argent. Voilà. Alors pour ça, il faut s'attaquer à la logique du profit qui règne dans cette société, ici comme ailleurs. Je voudrais aussi terminer en évoquant la situation de l'agriculture. Je disais qu'on était avec les travailleurs ou les petites gens qui se défendent, mais on est aussi avec les agriculteurs. Par exemple, quand vous prenez la crise du lait, ce sont des gens qui travaillent durement, qui n'arrivent pas à assurer un train de vie correct au prix d'un travail qui est quand même extrêmement dur. Et tout ça, pourquoi? Pour que finalement leur lait ne soit pas racheté par la Lactalis, la famille Besnier, qui est richissime là aussi, qui vient de racheter le groupe Parmalat, etc. Il faut s'opposer à ça. Il faut exiger que le travail soit payé à son juste prix en s'opposant socialement par la lutte collective à ces groupes-là. Merci beaucoup. Et bien voilà la fin de notre deuxième plateau. Merci à tous les quatre. RCF fête ses 25 ans les samedis 24 juin à la Maison diocésaine rue de Bordeaux à Angoulême et invite tous ses amis et auditeurs à venir nous retrouver. Au programme, 17h, messe avec Monseigneur Gosselin, 18h30, une conférence de Monsieur Loïc Hervouet, ancien directeur de la Charente Libre, à quoi servent les médias. 20h, buffet campagnard, 20 € de participation sur inscription, suivi d'une soirée musicale et puis à cette occasion, présentation et vente du livre sur l'histoire des radios libres en Charente. Bienvenue à tous. RCF Charente donne la parole à tous les candidats aux législatives. Mardi, mercredi et jeudi, de 11h à 12h30, nous les interrogerons sur la moralisation de la vie politique, la libéralisation de l'économie et les réformes sociales, le rôle des députés ou encore le développement économique. Ces débats ont lieu en direct et en public. Mardi, salle du Moulin à Confolens pour la 3e circonscription. Mercredi, salle de la Salamandre à Cognac pour la 2e. Et le jeudi, salle des fêtes de Soyaux pour la 1re circonscription. Ces débats pour les législatives ont lieu en direct de 11h à 12h30 sur RCF Charente et seront rediffusés en soirée à partir de 18h15. Le premier tour des élections législatives en direct des circonscriptions.
Nous sommes toujours en direct de Confolens pour le premier des 3 débats de ce premier tour des élections législatives, donc dans la 3e circonscription, et nous abordons notre dernier plateau avec 4 candidats. Monsieur Jonathan Tardieu qui représente la candidate Sophie Jaffari, UPR, Annabelle Sicre, EELV, donc les écologistes, Madame Annie Brague, Debout la France, et puis enfin, Monsieur Dubon qui représente Madame Bachelier-Grégory. Voilà, alors Madame Bachelier-Grégory, ce sont les insoumis, hein, je précise. On va peut-être commencer par vous, Monsieur Tardieu, avec la première question qui est par rapport à la vie politique. Dans le projet de loi tel qu'on le connaît, si vous deviez donner la mesure qui vous paraît la plus importante, ça serait laquelle? La limitation des mandats, l'interdiction des emplois familiaux, l'interdiction des activités de conseil? D'abord, bonjour à tous. Un peu tout ce que vous venez de citer. Pour moi, la moralisation de la vie politique est une bonne chose. Entre autres, ça aurait évité l'affaire Cahuzac, l'affaire Thévenoud, Leroux, Fillon et maintenant l'affaire Ferrand. En même temps, je pense que ça peut redonner un peu d'espoir aux Français dans les politiques. Pour information, Monsieur Asselineau voulait rétablir le crime de haute trahison pour le président de la République française. Je pense que ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose. Merci beaucoup. Alors, Madame Sicre, cette loi de moralisation de la vie politique, qu'est-ce qui vous paraîtrait le plus important? C'est le cumul des mandats? C'est l'interdiction des conflits d'intérêts? Oui, il y a un peu de tout ça, effectivement. Il faut savoir qu'au niveau du parti d'Europe Écologie Les Verts, on porte ce sujet depuis très longtemps. On s'applique déjà ces règles-là. Le non-cumul des mandats, la limitation du nombre de mandats successifs, ce que font déjà les élus régionaux. Ils se limitent à 2 mandats seulement. La transparence du patrimoine ou les conflits d'intérêts, la parité femmes et hommes aussi. Ces règles sont soutenues maintenant par des partis au gouvernement uniquement parce qu'il y a eu des scandales, alors qu'effectivement Europe Écologie Les Verts a toujours cherché à toujours mieux représenter la population dans sa diversité en renouvelant ses élus. Et je suis la preuve de cette volonté de renouvellement justement pour porter les préoccupations des citoyens qui font le tissu social de notre circonscription, pas seulement celle des catégories sociales, mais des catégories sociales les plus favorisées. C'est de toutes les catégories sociales. Merci beaucoup. Madame Brague, cette moralisation de la vie politique, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire? Est-ce que les mesures qui sont prévues sont suffisantes? Non, elles ne sont pas suffisantes. Nous, à Debout la France, ça fait des années que nous demandons un nettoyage de la politique. C'était d'ailleurs notre slogan de campagne l'année dernière. Donc, nous voulons évidemment qu'il n'y ait pas beaucoup de mandats. 2, c'est bien suffisant. Donc, 3, ça ne va pas assez loin. Nous aussi, nous demandons un casier judiciaire vierge à toutes les personnes qui se présentent avec l'insigne Debout la France. Non seulement ça, mais nous ne voulons pas qu'il y ait d'affaires judiciaires en cours ou de dérapage. Si vous regardez dans la Charente libre, beaucoup de candidats dans la Charente, toute la Charente, ont des dérapages, ont des casiers judiciaires pas vierges et ont des affaires judiciaires en cours. Donc nous ne pouvons pas nous présenter si nous n'avons pas ça pour la France. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Dubon. Bonjour. Les Insoumis. Alors tout d'abord, nous, on est pour la révocabilité des élus, ce qui est important dans la moralisation de la vie publique. Le non-cumul des mandats. Évidemment, ça va de soi. Également, les non-conflits d'intérêts qu'on voit en permanence depuis de nombreuses années. Voilà. Et puis également, ça passe par la lutte contre les dépenses somptuaires. Ça veut dire qu'on rentre pas en week-end dans sa circonscription en jet privé. Et on peut utiliser les transports communs comme les simples citoyens, comme tous les citoyens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, le deuxième thème national, donc, c'est par rapport à l'économie, mais puisque ce qui est sur le devant de la scène en ce moment, c'est bien la loi réformant le Code du travail. La position de l'UPR sur cette question, est-ce que vous pensez qu'il faut privilégier la sécurité ou la flexibilité ? Bon, je pense qu'il faut plutôt privilégier la sécurité.
Parce qu'avec M. Macron, les Français vont être servis niveau libéralisation grâce au traité européen auquel M. Macron sera obligé de se soumettre. Point de vue économique, le président de la BCE, pour information, a édité 1 trilliard d'euros depuis le début de l'année en monnaie de singe, autrement dit, pour faire juste léviter les marchés financiers. Pour ce qui est des réformes sociales, donc la réforme du Code du travail. Du Code du travail, merci. Quand M. Macron aura rédigé une loi travail au mois de juillet ou au mois d'août, après les législatives bien entendu, qu'il aura fait passer par ordonnance, donc sans discussion préalable à l'Assemblée nationale, ça donnera énormément de Français dans la rue au mois de septembre. Europe Écologie Les Verts, Annabelle Sicre, donc cette loi travail, vous l'abordez comment enfin cette nouvelle loi travail, quelles sont les limites qu'il ne faudrait pas dépasser de votre point de vue? Effectivement, on voit plutôt par rapport à l'humain. Effectivement, la réforme du Code du travail envisagée par le gouvernement fragiliserait la plupart des salariés de petites ou moyennes entreprises. Ce projet, au nom de la compétitivité, avec une grande facilité dans les licenciements, n'est pas acceptable. On le voit dans d'autres pays, la flexibilité de l'emploi crée surtout des travailleurs pauvres. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des emplois de valeur, ceux qui nécessitent par exemple une transition énergétique. La réforme est devenue très lourde et très compliquée pour les petites entreprises. Il faut favoriser donc plus de coopération et d'initiatives pour et par les salariés. Alors, plus d'initiatives par les salariés, est-ce que ce n'est pas justement le sens dans lequel va la loi travail, puisqu'elle va permettre des négociations au niveau de l'entreprise? Après, il faut éviter que... Oui, effectivement, au niveau des initiatives, ça, on est d'accord. Mais après, plus de flexibilité, il faudrait que chaque personne puisse travailler dignement aussi, avec un salaire qui correspond aussi, et pas des... À son travail. Voilà, son travail. Merci beaucoup. Alors, Madame Brague, pour Debout la France, votre point de vue sur cette réforme du Code du travail, c'était pas très loin du programme de Monsieur Dupont-Aignan? Si, c'est très loin. Moi, en tant que syndicaliste, je me suis battue contre toute cette réforme. J'ai fait toutes les manifestations. Je suis allée à Paris et je recommencerai en septembre, comme disait mon collègue tout à l'heure, s'il le faut. Cette loi travail est inégale, est injuste. On ne veut pas d'ultralibéralisme à l'anglo-saxonne. On sait que ça ne marche pas. Ça crée une misère énorme. J'ai vécu 20 ans en Angleterre et je peux vous dire que je suis revenue à cause de ça. Donc, je ne veux pas ça pour la France. L'économie, il faut des réformes, bien sûr. Il faut des réformes sociales. Mais il faut un libéralisme contrôlé et un patriotisme économique. Merci beaucoup. Monsieur Dubon, donc votre point de vue sur cette loi de travail? Alors, tout d'abord, donc, la France insoumise est contre cette loi du travail, comme elle a été contre la loi El Khomri, et on est descendu dans la rue nombreux pour le dire haut et fort. On est contre un code du travail par branche, comme il n'y a pas de code de la route par rue, évidemment. Ce qu'on est contre, effectivement, les ordonnances, c'est aux citoyens et c'est aux élus de voter. C'est pas un simple gouvernement avec 3-4 personnes qui vont décider pour les 60 millions de Français. Et puis il faut permettre aussi également aux employés d'avoir leur droit de veto quand leur entreprise est vendue et démantelée. Et on doit leur donner la primeur, la possibilité de se former en coopérative, et par exemple de reprendre les rênes de leur entreprise, tout simplement. Merci bien. Donc vous me donnez un petit lien aussi entre les sujets, puisque le sujet suivant sur lequel je vais interroger M. Tardieu, c'est le divorce entre les hommes politiques et les citoyens. Et donc, votre point de vue là-dessus, comment est-ce que le député que pourrait être la personne que vous représentez peut retisser ce lien entre les hommes politiques et les citoyens? L'UPR est là pour le peuple. Ni plus ni moins. Le divorce avec les politiques, c'est flagrant, on le voit avec le taux d'abstention massif ou le vote blanc. Les Français sont dégoûtés des politiques.
C'est pourquoi déjà, c'est vrai que la loi sur la moralisation de la vie politique, ce serait une bonne chose. Mais malheureusement, il faut aller plus loin. Pour redonner confiance aux Français dans la politique, je pense que déjà, il faut leur parler avec leur cœur, avec le cœur, et pas avec des mots ou alambiqués ou qui ne représentent rien. Voilà. Merci. Madame Sicre. Oui, donc pour moi, être députée, c'est être attentive aux préoccupations des citoyens pour agir en leur nom dans l'intérêt général. Que ça soit à l'Assemblée nationale lors des lois ou aussi bien au niveau local. Il ne s'agit en aucun cas de rendre des services pour des faveurs des uns ou des autres. Je crois qu'il faut être sincère et juste, ce qui peut manquer à certains de nos politiques aujourd'hui. Et j'avais pensé aussi à créer des espaces pour les citoyens d'expression, en fait, pour qu'ils puissent soit expliquer des initiatives et effectivement des espaces consacrés, que ce soit des citoyens, des élus, pour effectivement redonner la confiance. Aujourd'hui, j'ai encore quelqu'un hier qui m'a mis sur les réseaux sociaux comment lui redonner confiance. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut être vraiment être dans la sincérité, être dans la justesse et être. Je suis la preuve aujourd'hui, je suis non formatée politiquement, donc c'est vrai que j'essaie de porter toutes ces valeurs. Merci bien. Madame Brague, le député, est-ce qu'il peut jouer un rôle dans la réconciliation entre les citoyens et leurs élus ? Oui, tout à fait. Oui. D'abord, il faut vivre dans la circonscription. Non seulement vivre là, mais il faut vivre la circonscription. Il faut connaître et vivre les problèmes de tous les jours. Il ne faut pas seulement parler de la N141 qui est un problème, mais il faut l'avoir utilisé pendant des années pour comprendre quel est le problème. Il faut aussi avoir eu des enfants qui sont allés dans les écoles pour comprendre que fermer Villefagnan ou Montembeuf, c'est pas normal, c'est ridicule. Donc, il faut vivre sa circonscription. Il faut aussi réunir des groupes de citoyens, puisque nous ne pouvons pas connaître tous les programmes et toutes les solutions. Donc il faut réunir des gens, par exemple, s'il y a un problème avec la police, eh bien il faut réunir des groupes de gens qui sont dans la police et qui connaissent ces problèmes. Il faut réunir des groupes d'agriculteurs pour leur dire, mais écoutez, voilà, il y a un problème, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous trouvez comme solution? Donc il faut bien réunir tous nos citoyens qui sont, eux, maîtres de leur destin d'une certaine manière. Merci. Monsieur Dubon, vous n'êtes pas du même bord, mais vous pourriez presque être d'accord avec ça, c'est-à-dire consulter les citoyens entre deux élections. Généralement, les hommes politiques, ils parlent une fois tous les 5 ans. Tout à fait. Il y a une perte de confiance entre les citoyens et les politiques. Ça, c'est pas nouveau et c'est de plus en plus flagrant. Tout simplement parce qu'il faut être à l'écoute des citoyens. Il faut être également se mettre à leur place. Et nous, à la France Insoumise, la quasi-totalité des candidats, on est des citoyens qui n'avons jamais fait de politique, par exemple, qui avons les mêmes préoccupations que tout le monde. Il y en a certains qui vont à Pôle emploi, il y en a certains qui ont du mal à faire des démarches administratives. Et ce qu'il faut avant tout, c'est respecter ses engagements. Pourquoi on a été élu. Et effectivement, on voit aujourd'hui que la 5e République est à bout de souffle. Et c'est pour ça que nous, on veut mettre en place une 6e République qui permettrait aux citoyens de s'engager et de donner et de s'impliquer dans la vie, on va dire vie politique, mais leur vie quotidienne. D'accord, merci beaucoup. Alors, dernière question et dernière thématique sur ce dernier plateau de la 3e circonscription. Monsieur Tardieu, le point le plus important à traiter dans cette circonscription au niveau des infrastructures, de l'économie, etc., c'est quoi? Qu'est-ce qui est important à traiter ici, entre Ruffec, Confolens, Chabanais, Montembeuf, La Rochefoucauld? Pour tout ce qui est du développement économique et infrastructure, nous ferons au mieux pour les Charentais en essayant en priorité de favoriser la situation des gens en matière de handicap, pour les handicapés. Pour conclure, moi je dirais que l'UPR est là pour redonner son indépendance à la France, aux Français, mais dans le cadre des législatives, de redonner du pouvoir à la Charente et aux Charentais. Merci à vous. Merci bien. Madame Sicre,
Quelle priorité en termes d'économie et d'infrastructure pour cette circonscription? Donc c'est un sujet qui me touche beaucoup, c'est au niveau de l'agriculture. Effectivement, il y a une agriculture qui pourrait être accompagnée progressivement vers une démarche plus respectueuse de l'environnement et de la santé, que ce soit pour les agriculteurs ou les citoyens. Il y aurait effectivement un impact positif sur l'économie et sur l'activité économique et l'emploi local, sur l'agriculture, le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique des bâtiments ou des transports. Tout ce qui est réhabilitation de maisons aujourd'hui, et pour éviter le mitage au niveau des centres-bourgs, ça pourrait provoquer effectivement une attractivité supplémentaire au niveau de nos petits bourgs et éviter ce foncier perdu pour que ça soit pour l'agriculture, les éleveurs, parce qu'il ne faut pas les oublier. On a aussi les transports, donc ce qui est les nationales. Pour moi, je prends la nationale 10 tous les jours. Et effectivement, on propose au niveau d'Europe Écologie Les Verts des plateformes en fait de ferroutage qui apporteraient de multitudes de bienfaits, une forte diminution du trafic, de pollution et aussi de l'emploi. Merci beaucoup. Madame Brague, vos priorités pour la 3e circonscription? Il y en a trop pour parler en une minute, mais je veux parler quand même de l'illettrisme, puisque je suis professeur, qui est quand même, nous avons la région qui a le plus haut taux d'illettrisme de France, à part la Creuse. Donc je pense que développer les écoles, et non pas les fermer, comme c'est la politique en ce moment, est essentiel. Notre gouvernement nous parle de mettre des écoles à 12 élèves, et bien nous, quand elles ont moins de 20 élèves, on les ferme. Donc ça, c'est inadmissible. Aussi, l'accès des étudiants et des élèves aux écoles de leur choix est impossible. Maintenant, il est plus facile d'aller en seconde générale que d'aller dans une seconde technique, et ce qui est lamentable. Ça décourage les élèves qui, pour beaucoup, abandonnent à 16 ans. Donc à 16 ans, ils se retrouvent avec aucune qualification. Non seulement ça, mais ils n'ont pas le permis de conduire. Donc comme il n'y a pas de moyens de transport en commun, comme les services publics se ferment de plus en plus, eh bien, ces élèves n'ont aucune chance de trouver un travail, puisqu'il est 4 fois plus difficile de trouver un travail quand on n'a pas de permis de conduire. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Dubon, pour les Insoumis, les priorités pour cette circonscription? Alors, pour ces circonscriptions, comme toutes les circonscriptions rurales en France, c'est les transports communs. Tout simplement parce que sans transport en commun, on ne peut pas aller chercher du travail, on ne peut pas travailler. Et aujourd'hui, prendre son véhicule pour aller faire 40 km à l'aller, 40 km au retour, ça coûte de l'argent quotidiennement. Et donc, si demain on veut développer tout simplement l'économie en milieu ruraux, il faut remettre en place des transports de préférence verts, avec le développement, mais également aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Ça passe également par la culture biologique et non pas la culture chimique. Où aujourd'hui, on voit qu'un agriculteur est seul sur une exploitation de 100 ou 200 hectares, ou de 200 hectares. Aujourd'hui, en biologique, une petite exploitation peut faire vivre une famille, voire plusieurs personnes. Et pour rejoindre Madame, précédemment, il y a également l'éducation populaire qui est très importante parce qu'il faut apprendre aux gens, leur donner l'envie d'apprendre et apprendre à apprendre, ce qui est important. Merci beaucoup à vous 4. Et nous allons dans un instant donner 1 minute à chaque candidat pour conclure. Et ils interviendront dans le sens où ils sont intervenus depuis le début de l'émission. RCF fête ses 25 ans le samedi 24 juin à la Maison diocésaine, rue de Bordeaux, à Angoulême, et vous invite, vous, tous ses amis et auditeurs, à venir nous retrouver. Au programme, 17h messe avec Monseigneur Gosselin, 18h30 conférence de Monsieur Loïc Hervouet, ancien directeur de la Charente Libre, à quoi servent les médias. 20h buffet campagnard, 20 € de participation sur inscription, suivi d'une soirée musicale, et à cette occasion, présentation et vente du livre sur l'histoire des radios locales en Charente. Bienvenue à tous.
RCF Charente donne la parole à tous les candidats aux législatives. Mardi, mercredi et jeudi, de 11h à 12h30, nous les interrogerons sur la moralisation de la vie politique, la libéralisation de l'économie et les réformes sociales, le rôle des députés ou encore le développement économique. Ces débats ont lieu en direct et en public. Mardi, salle du Moulin à Confolens pour la 3e circonscription. Mercredi, salle de la Salamandre à Cognac pour la 2e. Et le jeudi, salle des fêtes de Soyaux pour la 1re circonscription. Ces débats pour les législatives ont lieu en direct de 11h à 12h30 sur RCF Charente et seront rediffusés en soirée à partir de 18h15. Le premier tour des élections législatives en direct des circonscriptions. Eh bien, nous nous retrouvons maintenant pour la conclusion de ce premier débat des élections législatives en Charente organisé par RCF Charente. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous allons donner 1 minute d'expression libre à chacun des candidats pour qu'ils puissent dire ce qui leur paraît important et qu'ils n'auraient éventuellement pas pu traiter dans le cadre des questions. Alors, la première personne qui va intervenir, c'est Christophe Mobilin pour donc le Front de gauche, Parti communiste. Mes chers concitoyens, il n'y a pas de fatalité à la crise économique et financière, au chômage de masse. C'est une question de choix. La France est un grand pays qui a beaucoup de richesses. Elle peut et elle doit pouvoir se moderniser sans casser les solidarités et en préservant une ruralité de progrès grâce au développement des services publics. Professeur d'éducation physique et sportive, représentant des personnels, je suis né en Charente, je travaille en Charente et je vis avec ma famille en Charente et j'utilise les infrastructures charentaises tous les jours. Je veux redynamiser ce territoire que je connais bien avec l'ensemble des gens que je connais et les élus locaux autour d'un projet de progrès social en lien avec les attentes de la population. Je veux unifier et renouveler résolument la gauche de progrès sur ce territoire. Je veux être dans la continuité du vote Jean-Luc Mélenchon au premier tour, car cette élection législative est le 3e et 4e tour de l'élection présidentielle. Et le président Macron ne doit pas avoir tous les leviers, tous les pouvoirs. On doit le contraindre à des compromis qui prennent en compte les besoins de la population et le développement du pays. Merci Monsieur Mobilin, qui parlait pour le Parti communiste. J'appelle maintenant au micro Madame Madeleine Ngombé pour La République en marche. Bien, mes chers concitoyens, je suis ici ce matin pour faire passer un message, le seul message d'ailleurs qui soit un message responsable, c'est celui de donner une majorité à Emmanuel Macron, une majorité nette, puisque le 7 mai dernier, nous avons souscrit donc à la politique qu'il a proposée et il ne sert à rien de voter pour des députés qui vous promettent d'aller guerroyer à l'Assemblée nationale et bloquer le pays pendant 5 ans. La France, elle est déjà dans un état pas extraordinaire. Il ne faut surtout pas bloquer le pays. Il faut donner cette majorité afin qu'on puisse travailler. Moi, je serai une députée donc ancrée sur son territoire. Je vis dans le Confolentais depuis une vingtaine d'années. Je porterai les priorités locales de ce territoire et je me battrai très très fort au niveau de l'Assemblée nationale pour que celle-ci soit respectée. Merci beaucoup Madame Ngombé, qui parlait donc pour La République en marche. J'appelle maintenant au micro Monsieur Paul Agius pour Nouvelle Donne, et qui représente donc Madame Fize. Exactement. Donc pour Nouvelle Donne, comme pour Françoise Fize, le problème essentiel de la France aujourd'hui, comme de beaucoup de pays développés, c'est la fracture sociale. Des millions de gens travaillent trop et des millions de gens n'ont rien à faire. C'est aussi la fracture territoriale. Toute l'activité est concentrée dans des gros centres urbains qui sont engorgés, surchargés, et des zones entières de notre territoire sont délaissées par les services publics et par les entreprises. Donc Nouvelle Donne a déterminé que l'origine de tout ça, c'est que depuis 1950, la production en France a augmenté de 1000% et le nombre global d'heures de travail pour réaliser cette production a diminué de 9%. Nouvelle Donne a les moyens
de vous proposer des solutions pour aller vers une réduction de cette fracture sociale. En dernier lieu, je vous demande à tous de bien penser à apporter dans les bureaux de vote vos bulletins reçus par la poste, car il y a des problèmes d'acheminement dans les mairies. Merci. Merci. C'était donc Paul Agius qui parlait pour Nouvelle Donne. J'appelle maintenant Jean-Pierre Courtois pour Lutte ouvrière, qui va nous dire en 1 minute ce qui lui paraît essentiel dans son message. Dans cette circonscription, oui, Lutte ouvrière est présente sous la candidature d'Anne Mengui, qui est employée. Et voter Lutte ouvrière, ce sera dire qu'on n'a aucune illusion à avoir dans la politique de Macron et de son gouvernement, parce que tout confirme l'installation au pouvoir d'un gouvernement de combat contre les travailleurs au service des riches et du grand patronat. Par ailleurs, je voudrais quand même dire aux électeurs qu'il ne faut pas qu'ils se laissent entraîner par les sirènes du Front National, qui a eu des scores importants, mais qui, en faisant diversion par rapport aux problèmes sur l'immigration ou même l'Europe, exonère en fait les capitalistes et les grandes sociétés. Alors, si vous voulez, voter Lutte ouvrière, ce sera renforcer un courant déterminé à défendre les intérêts des travailleurs, des chômeurs, des retraités. Et puis, ce sera aussi appuyer un courant qui continue à se revendiquer fermement du socialisme, du communisme, c'est-à-dire du renversement de la dictature de la grande bourgeoisie sur la société par la force collective et consciente des exploités. Merci Monsieur Courtois, qui représentait donc Anne Mengui pour Lutte ouvrière. Et j'appelle maintenant Brigitte Fourré pour UDI, Les Républicains. Candidate sur la 3e circonscription, je suis ancrée sur ce territoire où je vis depuis ma naissance et que j'affectionne particulièrement. À l'écoute de mes concitoyens et accessible, j'entends les problèmes dont ils me font part concernant la désertification médicale, les zones blanches, la mobilité, la fermeture de nos services publics. Mais je refuse que nous soyons condamnés au nom d'une logique comptable. Nous ne devons pas devenir une réserve d'Indiens. La Charente, c'est un magnifique territoire et nous devons le valoriser et le redynamiser. Vice-présidente du conseil départemental, je souhaite mettre mon expérience et mon dynamisme au service des habitants de la circonscription en les représentant à l'Assemblée nationale. Élue députée, je serai un relais efficace pour mes concitoyens au niveau local et national et je porterai les dossiers structurants de mon territoire au plus haut niveau. Élue députée, je m'engage dans une démarche constructive à voter les lois en prenant uniquement en compte les intérêts des Charentais et plus largement ceux de la nation. Élue députée, je ne serai pas une cumularde, je ne ferai pas plus de 2 mandats. Et vous l'avez compris, élue députée, je serai la porte-parole de la ruralité pour que la voix des Charentais soit enfin entendue à Paris. Merci Madame Fourré, donc, qui est candidate au nom de UDI, Les Républicains. J'appelle François Monrousseau, 100% Force éco-citoyenne. Et pour l'Alliance écologique indépendante, donc écologiste pour moi c'est le respect de l'humain, accès à tous à une nourriture saine, restauration collective comprise, accès à une éducation de qualité, par des moyens de développer des pédagogies nouvelles, accès à un logement pour tous, répartir le travail face aux nouvelles technologies, redonner sa place aux liens humains, l'égalité des salaires hommes-femmes, accès à la santé pour tous, reconnaître les soins alternatifs et naturels, accès à la culture pour tous, surtout dans les milieux ruraux, respect de la planète aussi, préserver les ressources, limiter le gaspillage, favoriser les économies d'énergie par un programme national d'isolation des bâtiments, développer les entreprises de réparation, redonner vie à tous les territoires, une agriculture biologique dans les petites structures agricoles, développer des circuits courts de vente directe, aider l'implantation de petites entreprises à taille humaine et le respect des citoyens, redonner à la vie politique, ce qu'on a déjà dit, plus un référendum d'initiative populaire, le vote blanc, et les organismes de contrôle à tous les niveaux. Merci Monsieur Monrousseau, qui parlait donc et qui est candidat au nom de 100% Force éco-citoyenne. J'appelle maintenant Aurélie de Azevedo pour le Front National. Merci. Je souhaitais profiter de cette minute pour remercier l'intégralité de mon équipe de campagne parce que, au-delà d'une candidature, c'est un ensemble de personnes qui s'engagent d'une façon illimitée devant des capacités, devant une volonté à changer les choses.
Et aujourd'hui, c'est comme cela que j'envisage cette circonscription. C'est de redonner la parole à la ruralité. C'est pour cela que je me battrai. Et voilà, je leur dis encore un grand merci pour toutes ces heures passées, ainsi qu'à ma famille. Et je serai digne de leur dévotion, en tout cas. Merci Madame de Azevedo, qui parlait donc au nom du Front National et qui est candidate pour ce parti. J'appelle donc Basile Dubon, qui est le représentant des Insoumis pour le compte de... Alors, le nom de la candidate? C'est Véronique Grégory Bachelier. Voilà, un nom composé, donc difficile à mémoriser. Tout à fait. Alors, la campagne de la France Insoumise se fait sur un programme L'Avenir en commun. Nous avons 3 exigences: une urgence démocratique avec la 6e République, une urgence sociale, la lutte contre la pauvreté et la répartition des richesses. Nous avons également une urgence écologique avec la transition énergétique. Chacun de nos candidats de la France Insoumise, quelle que soit sa circonscription, s'engage à faire voter les lois au niveau national en accord avec l'Avenir en commun, le programme de l'Avenir en commun, en se nourrissant des exigences des citoyens. Et pour terminer, je voulais remercier RCF de nous avoir invités et également tous les auditeurs qui nous ont écoutés ce matin sur RCF. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Dubon. Donc, je rappelle que vous parliez au niveau des Insoumis pour le compte de Madame Bachelier. Grégory Bachelier. Grégory Bachelier. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Annie Drague pour Debout la France. Tout d'abord, je tenais à remercier tous les électeurs d'avoir voté pour nous au-delà de la moyenne nationale. Moi, je suis arrivée en Charente, j'ai choisi la Charente. Je suis arrivée il y a 11 ans, j'avais toute la France à choisir, j'ai choisi la Charente parce que je voulais cette qualité de vie qu'elle avait à offrir. Donc, je voudrais tout d'abord parler de l'écologie. Pour nous, l'écologie doit transcender toute notre politique locale. Sauver nos agriculteurs en les accompagnant dans une conversion au bio ou tout du moins à produire et à consommer local. De nos jours, nos lycéens, collégiens mangent de la nourriture et de la viande particulièrement qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est inacceptable. On doit pouvoir manger local. Il y a des vaches pleines aux champs, il faut qu'on les mange localement. Je tenais aussi à représenter la cause animale. Nous sommes très actifs localement pour représenter les animaux. Nous avons beaucoup de gens qui se battent pour la cause animale et avec la SPA. Et nous sommes contre les cirques qui sont à exploiter les animaux. Merci. Merci Madame Drague, qui représentait donc et qui est candidate pour Debout la France. Et j'appelle maintenant Annabelle Sicre pour Europe Écologie Les Verts. Donc voilà, je voulais me présenter en disant que j'étais issue de la société civile, soutenue par Europe Écologie Les Verts. Il y a une envie au niveau présidentiel de renouveau et de changement. J'incarne aujourd'hui une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques, non formatés, sincères et justes. Je suis née en Charente, j'ai 2 enfants. Je suis une femme de terrain de par mon métier. Et aussi au niveau associatif de ma vie personnelle, des associations qui sont dans l'agriculture de proximité, la santé, le bien-être, et ainsi que la créativité des grands et des petits, notamment la question de l'éducation m'interpelle beaucoup, étant aussi moi-même maman. Aujourd'hui, il y a urgence au niveau environnement, climat et de la vie des gens, mais sans une majorité, une forte présence d'élus qui vont dans ce sens à l'Assemblée nationale, on ne pourra pas réussir ce pari. Si on veut résister aux lobbies bancaires et industriels, il faut des élus comme moi au Parlement. L'humain doit rester au centre des priorités. Merci Annabelle Sicre, donc candidate pour Europe Écologie Les Verts. Et j'appelle maintenant notre dernier candidat, Jonathan Tardieu, pour l'UPR. Voter pour l'UPR, c'est voter pour la transparence et pour la vérité. Voter pour l'UPR, c'est voter pour rendre à la France son indépendance et sa grandeur. Voter pour l'UPR aux législatives, c'est redonner du pouvoir à la Charente et aux Charentais. Enfin, je voudrais remercier Radio RCF d'avoir donné une tribune à l'UPR. Merci beaucoup. Eh bien, c'est l'heure des remerciements et de la fin de cette émission. Je remercie encore tous les candidats qui étaient présents ici. Je rappelle que 11 sur 12 candidats de la circonscription ont participé à ce débat. Le seul qui était absent était Jérôme Lambert, le député sortant, qui n'a pas jugé utile de venir. Merci encore.